Bonjour, on est le samedi 12 décembre 2020, c'est-à-dire le 12 du 12 2020, 12 du 12 2020, 12 décembre 2020. Pour l'instant, la météo semble beaucoup plus nuageuse et bon, parfois on s'attend à des averses parce qu'en fait la météo ne se décide pas, malgré ces nombreux nuages, ne se décide pas, je veux dire, à faire tomber ces pluies. Donc parfois on peut rester sur une passivité dans l'attente de certaines pluies, mais en regardant le ciel. Mais bon, on ne sait pas ce que augure le ciel en le regardant. On ne sait pas. On ne sait pas on ne sait pas. Voilà, on peut observer le ciel, voir une panoplie de nuages blancs, voilà, qui s'amoncellent et qui pense, où on pense que certaines averses vont arriver. Généralement, c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'on a une météo telle que ce qu'on aperçoit aujourd'hui que fatalement la pluie va tomber. Ce sont ici, on est dans une météo qui est indécise parce que elle se présente sous un certain manteau, alors que bon, elle est un petit peu, on va dire, de type leurrante. Elle est leurrante. Elle leurre, je veux dire, au niveau de l'observation, la météo constitue un leurre en voyant, je veux dire, tout cet amoncellement de nuages. On prétendrait plutôt que les pluies iraient, que les pluies viendraient par la force des choses, mais il n'en est pas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à présent. Jusqu'à cette heure-ci, les pluies ne sont pas encore tombées. Peut-être qu'elles vont tomber par la suite avec une météo qui se présente, je veux dire, voilà, un ciel nuageux. On a un ciel nuageux. Bon, ceci étant dit, je vais vous montrer donc un résumé de ce qu'on appelle la réflexivité. Alors, pour parler de la réflexivité, je vous rappelle, avant toute chose, je vais revenir sur ce qu'on appelle les correspondances. Alors, tout d'abord, on représente un ensemble par un ovale ou ce qu'on appelle une ellipse ou une patatoïde mis de manière horizontale ou verticale, peu importe. Bon, la présentation n'est pas fort importante. Et si vous faites un tableau, vous faites un tableau, voilà, vous faites un tableau en ligne-colonne, voilà, vous faites un tableau comme ceci, apparaîtront bien sûr un ensemble qui sera présenté de manière verticale, et le second ensemble sera présenté de manière horizontale. Voilà. Et le deuxième ensemble sera présenté de manière horizontale. Bon, ici, il faut que j'acquiesce. Voilà. Et le deuxième ensemble est là. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle, voilà, une matrice. Une matrice, enfin, ça dépend ce qu'on veut entrevoir. Hein. On peut mettre une matrice, on peut mettre un diagramme cartésien. Matrice, c'est une table de vérité, un tableau matriciel qui représente une table de vérité, ou encore qui est un diagramme. Hein. Bon, l'observation, je vous ai dit qu'on peut observer de différentes manières. L'observation, ce qui va servir de support de raisonnement, seront les diagrammes de Venn. Les diagrammes de Venn, voilà, si on les met de cette façon-là, on a à ce moment-là un tableau représenté en ligne et en colonne. Donc on a un tableau qui est une matrice, qu'on appelle une matrice, qui est une table de vérité. Voilà, qui est tout simplement, tout bonnement, voilà une matrice qui est une table de vérité. Mais il existe aussi, tout ça ce sont des diagrammes. Il y a le diagramme de Venn, le diagramme matriciel, et il y a le diagramme, bien sûr, voilà, il y a plusieurs diagrammes. D'autres diagrammes qui existent, par exemple, je pense, un diagramme n'est simplement qu'une aide au support au raisonnement. Hein. Rien de plus. Donc on peut, les diagrammes, on peut en avoir tant qu'on en veut. C'est vous qui décidez du choix de votre façon de percevoir les choses. Bon, ce sont des outils. Voilà, c'est des outils que vous prenez dans une boîte à outils. Donc, si l'outil vous êtes le mieux possible pour faire transparaître certaines choses, qu'il soit standardisé ou pas, on s'en fout du moment que vous avez, voilà, vous avez saisi le principe que
le support de raisonnement intermédiaire soit de type standardisé ou pas, on s'en fout. Du moment que vous avez compris le principe par votre méthode, c'est le principal. Maintenant, quand il faut l'expliquer à quelqu'un d'autre, il faut expliquer soit votre propre standardisation ou tout simplement faire référence à une standardisation existante. Voilà, donc soit vous créez des propres diagrammes qui vous sied, ou soit vous allez rechercher des diagrammes existants. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, bon, les diagrammes ne sont qu'un support de visualisation, un support au raisonnement, à l'aide, je veux dire un support à l'aide au raisonnement. C'est pas parce que bon, on a un support de raisonnement qu'on va arriver en fin de compte à trouver ce qu'il faut. Non, c'est un outil d'aide au raisonnement. Maintenant, si vous arrivez à la fin, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à la fin, il faut continuer à chercher ce qui ne va pas. Voilà, donc on a des diagrammes. Je vous ai montré ici la matrice. Il y a un diagramme de Venn ici, ce que je vous ai mis, diagramme de Euler-Venn. Il y a les diagrammes, bien sûr, cartésiens. Là, vous mettez en X, X, Y. Hein. Vous disposez voilà, vous disposez des éléments comme ceci, en horizontal et en vertical. Voilà. Et l'intersection sera la correspondance. L'intersection sera la correspondance. Alors, donc, je vous disais que vous allez manipuler donc des ensembles. Donc, et dans ces ensembles contiennent des éléments de départ. Alors, on a un ensemble, par exemple, que j'appelle E. Je peux avoir un ensemble F. Voilà. Et si j'établis une relation entre les deux ensembles, ça veut dire qu'il va y avoir des éléments qui vont être liés, voilà. Donc ça, c'est une correspondance de E vers F. Alors, si je mets un troisième ensemble, j'ai une correspondance entre E, F et G. Si je mets encore une nouvelle correspondance, j'ai E, F, G, H, etc. Je peux avoir une correspondance entre 4 ensembles, voilà, entre 3 ensembles, entre 5 ensembles, etc., etc. Bon, maintenant, si vous vous limitez à 3 ensembles, vous avez vous avez une relation ternaire. Si vous mettez 4 ensemble, vous avez une relation quaternaire, etc. Et là, si vous mettez 2 ensemble, vous avez une relation binaire. 2 ensemble, EF. Voilà. Alors, maintenant, comment s'écrit la relation? La relation, supposons, l'ensemble de départ doit toujours être connu. Voilà, soit en extension ou en compréhension, peu importe. Mais en tout cas, les éléments contenus dans l'ensemble de départ, qu'ils soient complets ou incomplets, voilà, que vous le mettez complet ou incomplet, l'ensemble de départ doit être connu dès le départ. Donc, par exemple, vous avez mis 1, 2, 3, voilà, et l'ensemble d'arrivée aussi. Voilà, il doit être connu. Hein, si vous faites une relation, c'est de choses connues à choses connues. C'est pas, on ne fait pas des relations avec quelque chose de connu avec de l'inconnu. Bon, ça, vous comprendrez que. Voilà. Ici, j'indique aussi que cet ensemble ne contient que 2 éléments. Il est bien complet. Il n'y en a pas plus. Il n'y a pas A, B, C, D, E, F, G, H. Il y a A, B, point. Voilà. Et il y a 1, 2, 3 dans E, point. Et ça ne va pas au-delà. Hein, et F contient A et B et rien de plus. Donc les 2 ensembles sont complets. Et dès le moment où vous faites une relation, là pour l'instant il n'y a aucune relation parce que les deux ensembles ne sont pas liés. Alors quand vous faites une relation, ça a un sens. Le sens E vers F n'est pas le sens F vers E. Alors moi je veux établir une relation dans le sens E vers F. C'est-à-dire je débute le point de départ d'un élément en E et je vais l'associer avec un élément en finalité en F. Voilà. Et là, je viens de créer ma première liaison. Voilà, ma première liaison, j'aurais pu faire ceci. Voilà, ça veut dire que si je ne fais que ceci, eh bien, on a ce qu'on appelle le graphe que j'appelle grand C. Le graphe est composé des couples, donc 1, A, et du couple 3A. Bon, il n'y a que 2 couples voilà, qui sont réunis. Et là, le graphe, c'est le graphe. C'est le graphe de la correspondance. Voilà, c'est le graphe de la correspondance. Donc, si je devais mettre dans un diagramme cartésien, mais je vais mettre ici 1, voilà, 2. Les éléments de E vont être placés ici. Et
là, je vais mettre les éléments de F. Place les éléments de F, je vais mettre A, B, C. Et à ce moment, je m'excuse, il y a AB, il n'y a pas d'ABC. Alors, on a le couple 1A, 1 a une relation avec A, donc je mets une croix pour dire qu'il y a une relation 1A. Ensuite, on a la relation 3B, et je mets une croix pour dire qu'on a bien la relation 3B. Et là, on a bien nos deux relations, on a 1A, 3A. Donc, celui-ci est le graphe. Hein. Voilà. Alors, le graphe, c'est l'ensemble voilà, des couples pour lesquels il y a une relation. Parce qu'on aura toujours un couple. Hein. Ici, c'est un couple. On a 1A, 3A. On associe deux éléments de deux ensembles. Ici, il s'agit de deux ensembles différents, EF. Donc, c'est normal qu'on a un couple. Alors, ceci étant dit, ça c'est une relation, ce qu'on appelle une relation binaire, c'est-à-dire une relation entre deux ensembles dont on prend des éléments dans E, les éléments dans E on appelle les X, hein, ce sont les éléments X. Voilà, je peux les appeler X, c'est moi qui les appelle comme ceci. Donc 1, 2, 3 sont ce qu'on appelle les X, bon, les variables, et là ici les variables sont Y. Donc j'aurais pu appeler les variables c'est Y, et ici la variable c'est X. Voilà. Dans le diagramme cartésien, on a ceci, X et Y. X c'est 1, 2, 3, soit 1, 2, 3, voilà. Et donc 1A, voilà, 1A est voilà, une correspondance entre X et Y. C'est-à-dire un élément de E et un élément de F. Alors, je vais juste marquer qu'ici, on a affaire à diagramme cartésien. Cartésien de Descartes, hein, Monsieur Descartes. Monsieur Descartes, voilà, qui a donné son nom à Descartes au mot cartésien. Voilà, donc vous voyez qu'il existe la représentation matricielle. On remarque aussi que là, on a quand même quelque part sous-caché. Ici, on a aussi, on peut remettre le diagramme de Venn comme ceci. Hein. Bon, là, voilà, ils sont présentés comme ceci. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre la matrice et diagramme de Venn, le diagramme cartésien. C'est presque la même chose, si ce n'est qu'ici, on va mettre par exemple, si je mets 1, 2, 3, attention qu'ici c'est plutôt de E vers F, donc je vais mettre plutôt 1, 2, 3, voilà, je vais mettre A et B. Alors je vais mettre en couleur la relation, c'est-à-dire 1A, voilà, 1A. Qu'est-ce que je vais mettre en couleur 3A. Donc le 3A, je vais rechercher l'élément 3, non 3B, je m'excuse, 3B. Alors 3B, voilà, je trace mon graphique, enfin mon tableau. Et le 3B, bien sûr, là-dedans, on n'a que deux éléments. Donc ce qui veut dire que deux éléments, je vais effacer ceci. Hein. Voilà, on a deux éléments dans la colonne. On n'a que deux colonnes. Donc, je vais mettre le 3B il est là. Donc on a 3, 3B. Bon, la différence du diagramme cartésien, mais ça c'est plutôt la matrice, c'est une table de vérité. Alors, je peux mettre ici, c'est true, c'est que la relation 1A appartient au graphe, à la correspondance. Il appartient à la correspondance C qui est ici. Voilà, vous voyez que 1A, il est là. Alors, vous voyez que 3B, ouais, ici je me suis trompé, c'est 3, non 3A, 3A, non c'est 3A, donc là je me suis trompé, c'est là, ouais, là je me suis trompé dans le diagramme, c'est 1A, 3A. Ouais,
je vais reculer juste en arrière parce que c'est vrai que c'est 1A, 3A et pas 3B. Je vais enlever ceci. Ouais, je vais recommencer. C'est 1A, 3A. 1A. Ou alors ce que je vais faire, comme je me suis trompé dans les deux, je vais changer ceci. Voilà, c'est 3B, c'est pas 3A, c'est 3B. Alors je vais enlever pour avoir 3B, parce que c'est vrai que j'ai mis 3. Je vais juste changer ceci, je vais mettre 3B. Voilà. 3B. Donc ce qui veut dire que la correspondance c'est 3B. De façon à rester cohérent avec, voilà, là j'ai bien un 1A et 3. Mais comme ça je suis cohérent par rapport au diagramme, parce que je m'étais trompé, j'ai pas vu que c'était 1A. Enfin, c'était 3B et non pas 3A. Je m'étais trompé dans cette flèche-là. Donc maintenant, je rétablis, voilà, la vérité. Hein. Donc ce qui veut dire ici, dans cette vérité-là, on a un relation A égale true. Donc un A est true, et je mets en couleur rouge. Alors, un relation B égale false. Celui-là, il est false. Alors, deux relations A, il n'est pas... Voilà. Deux relations A. Deux relations A égale false. Il est en blanc. Deux relations B égale false. Il est toujours en blanc. Trois relations A égale false. Il est en blanc. Et 3 relations B égale true. Il est en rouge. Il est en rouge. Voilà. Donc on a true ici. Voilà. Bon, j'aurais pu dire autrement. Je peux dire tout simplement 1A appartient à la correspondance. Le couple 1A appartient à la correspondance. Le couple 1B n'appartient pas à la correspondance. Bon, la correspondance, elle est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est ici. Alors, vous comprendrez que 2A n'appartient pas à la correspondance. Le couple 2A n'appartient pas à la correspondance. Le couple 2B n'appartient pas à la correspondance. Le couple 3A n'appartient pas à la correspondance. Et le couple 3B appartient à la correspondance. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est une relation binaire entre deux ensembles de E vers F. Qu'on note, je vais vous noter tout ceci. Donc on sait voir par visualisation, hein, voilà, en sorte, c'est plus facile, c'est un support de raisonnement très facile à percevoir. Alors, donc la correspondance, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un ensemble, une relation binaire de E, d'un ensemble E vers un ensemble F, pour lequel on a un graphe C. La correspondance est notée C, 2 points. La correspondance c'est C, 2 points. Mais il y en a qui mettent un égal, hein. Bon, il y en a qui mettent égal, hein, à la place de C. Il y en a qui mettent égal complètement. Voilà. Bon, ça se discute. Ouais, moi, je préfère mettre 2 points. La correspondance est définie par donc deux ensembles. Bien sûr, les ensembles E et F sont définis. Et la correspondance est définie. Tout est défini là-dedans. Hein. Tout est défini. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un triplet d'ensemble ici. C'est un triplet. La correspondance est définie par un triplet. Voilà, par un triplet. Et bien sûr, E est défini généralement en extension. E est défini en extension, qui est bien sûr connu, c'est l'ensemble de départ. L'ensemble d'arrivée est connu, est aussi donné en extension. Et la correspondance C
est donné aussi en extension, mais là, il reprendra tous les couples pour lesquels on aura une correspondance. Il n'y a que des couples ici, hein. Il n'y a pas de singleton. Voilà. Donc par exemple, je mettrai par exemple ici, E, c'est 1, 2, 3, F, c'est A, B. Alors je réunis 1, on a dit 1 et A, et 3 et B. Voilà, la correspondance, tout est défini comme ceci, hein, parce que vaut E, E vaut 1, 2, 3. Que vaut F, F il vaut AB. Voilà. Alors on relie 1 à A, voilà, et on relie 3 à B. Voilà, 3B. Voilà, donc vous voyez que ceci définit bien une correspondance, tout y est. Hein. Voilà, tout y est. Alors maintenant, on pourrait même faire quelque chose d'autre. Je pourrais mettre aussi un troisième ensemble que je pourrais appeler C. Hein. Je vais appeler ça C. Et dans C, je mettrai par exemple 1A. Voilà. Et je mettrai 3B. Voilà. Et c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible. Parce qu'on sait bien que les chiffres proviennent de l'ensemble E. Et les lettres proviennent de l'ensemble F. Donc on va toujours d'un chiffre vers une lettre. D'un chiffre vers une lettre. Donc là, on sait bien qu'on a une relation 1A, 3B. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons de représenter, je veux dire, pour voir les choses. Pour voir les choses, il y a plusieurs façons de voir les choses. Bon. Alors maintenant, on va créer une relation binaire dans E. Dans E. Alors cette fois-ci, je vais changer quelques petites choses. Ici, on aura toujours une relation binaire, toujours de E, mais cette fois-ci dans E, c'est-à-dire de E vers E. Donc cette fois-ci, l'ensemble de départ et d'arrivée possède le même nombre d'éléments. Et ce sont les mêmes éléments, puisque ici on aura non plus F, mais E. On aura F vers E. On n'aura plus des matrices qui pourront être rectangulaires, mais elles seront d'office carrées. On aura des matrices carrées. Voilà. Et là, j'établis par exemple une relation 1-1 et une relation 3-3. Donc à ce moment-là, la correspondance va s'appeler, bon le graphe, on va l'appeler le graphe R. Voilà, c'est le graphe R de la relation binaire. La correspondance, on va l'appeler, bon, une relation, voilà, grand R, R ronde. C'est plus C ronde correspondance, mais relation R ronde, relation binaire dans E. C'est une relation binaire dans E, de E vers E. C'est une correspondance de E vers E. Alors je vous ai dit que le E, on a E vers E, et là vous allez avoir 1, 2, 3. Et là vous allez avoir bien sûr des tableaux carrés, des matrices. Voilà, on aura ceci. Voilà. Alors là maintenant, on va plus avoir voilà, on aura les mêmes éléments. Par exemple, je relie 1, 3. Et je vais relier par exemple 1, 1. Alors si je relie 1, 1, j'ai ceci. Voilà. Alors, si je relie 1, 3, un 3 c'est ceci. Voilà. Non, je m'excuse, je me suis complètement bourré. 1, 3, c'est 1 et 3. 1, 3. Donc la correspondance ici vaudra R vaudra 1, 3
1, 1 et 1, 3. Alors 1, 1, c'est une correspondance sur lui-même, et 1, 3, c'est une correspondance voilà, de deux éléments différents. Donc 1, 1, on pourrait mettre une boucle. Alors la correspondance ici, c'est plus C, c'est la relation, le graphe, c'est ne plus C, mais R. Le graphe, c'est R. On a le graphe ici. Donc on aura ceci, voilà. 1 est relié avec 1, qu'on note par une boucle. C'est une boucle, pas besoin de mettre les flèches. Voilà. 1 et 1 est relié avec 3. Voilà. Donc ici, pour éviter voilà, des doublons, eh bien on va remettre le 1 comme il est là, on le met qu'une seule fois. Là, on remet le 1, la boucle ici, sur le 1. Pour éviter les doublons d'avoir plusieurs 1. Voilà. Et donc voilà, on a le graphe. Voilà, 1, 1, 3. Le graphe est là. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, mettre l'ensemble E. L'ensemble E dedans. Donc j'aurai 1, 2, 3. L'ensemble E, c'est 1, 2, 3. Et en même temps, dans cet ensemble E, vous avez inclus dedans le graphe. Le graphe est un. Le graphe R est inclus à E. Voilà. Le graphe est inclus à E. Vous avez inclus le graphe dans E. Voilà. Vous avez inclus le graphe dans E. Voilà, ceci étant dit, je vais voir maintenant ce que c'est que la réflexivité. Ben, ce sont les fameuses boucles que je viens de vous montrer. C'est ce qu'on appelle des couples identiques. Alors, dans la réflexivité, il y a 3 cas de figure. Enfin, 2 cas de figure, je m'excuse. C'est ce que ça concerne la qualité. La qualité de la réflexivité, une qualité de la réflexivité, elle est soit la qualité de nos relations, elle est soit de type d'une relation binaire. Bien sûr, là, je me positionne dans une relation, voilà, dans E, hein, pour lequel vous avez un ensemble E défini, un ensemble E, voilà, E fois E, un triplet d'ensemble, E, E, et bien sûr, il faut la correspondance, sinon il n'y a pas de relation. C'est le graphe, il faut le graphe. Bon, et la qualité, peut-être de deux ordres. Dans la réflexivité, on peut avoir une relation qui est de type, au niveau de la qualité, réflexivité, ou de type non-réflexivité. Voilà. Elle est de type, au niveau de la qualité, elle est de type réflexivité ou non-réflexivité. Alors, dans la réflexivité, la propriété, elle peut être de type, pour la réflexivité, elle est d'office, la propriété de la relation est réflexive. Voilà. Pour la non-réflexivité, la propriété, elle est soit non réflexive, ou soit anti-réflexive. Voilà, donc vous voyez que on peut scinder ça comme ça. C'est-à-dire, je m'excuse, donc on peut scinder ici en réflexivité et en non-réflexivité. Voilà. Alors là, ça peut se scinder en une seule. Là, si on a la qualité de réflexivité, c'est que la relation est réflexive. Voilà. Si elle n'est pas, si on a la non-réflexivité, on dirait qu'elle est non réflexive. Voilà. Et s'il est, voilà, là, elle va se décliner en deux formes pour la non-réflexivité.
antiréflexive ou irréflexive. Un autre nom, c'est irréflexive. Voilà comment on va se décliner vers la réflexivité. Alors maintenant, si on a la réflexivité, donc elle est de type réflexive, qu'est-ce que c'est au niveau visuel, au niveau de la représentation du diagramme de Venn? Comment peut-on décrire qu'une relation est réflexive, antiréflexive, voilà, ou non réflexive? Alors, là, on aura toujours des boucles. Toujours des boucles, c'est-à-dire des idèmes. Hein, elle va concerner les idèmes, c'est-à-dire les couples identiques. Non réflexive, on aura parfois des boucles. Et là, on n'aura jamais de boucle. Alors, je prends des cas de figure. Toujours des boucles, mais on peut avoir ceci. Voilà. 1, 2, voilà. Je vais essayer d'écrire correctement. Je vais mettre plusieurs éléments en une fois. Voilà, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 éléments. Alors, là je prends un élément, l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, l'élément numéro 3, l'élément numéro 4, l'élément numéro 5, l'élément numéro 6, l'élément numéro 7, l'élément numéro 8. Voilà. Alors, je vais mettre bien sûr les éléments. Voilà. Alors maintenant j'établis les relations. Ce qu'il faut absolument, peu importe la relation que l'on a, si j'ai par exemple le 8 qui est relié avec le 9, par exemple, le 6 et le 3, le 6 et le 2, le 4 et le 5, voilà, ici on va faire comme ça, voilà. Alors, pour avoir la réflexivité, ben, il faut des boucles partout. Donc, vous devez réunir 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4,
5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, il est là, 7, 7, 8, 8 et 9, 9. Voilà. Une fois que vous avez des boucles partout, toujours des boucles, hein, eh bien, vous avez ce qu'on appelle là, la, la relation est réflexive. La relation est réflexive. Voilà. Maintenant, si je prends cet ensemble-là, alors anti-réflexif, c'est jamais de boucle. Bon, ça veut dire que vous prenez le même ensemble, vous retirez toutes les boucles. Donc je retirer la boucle en 1-1, la boucle en 2-2, la boucle en 3-3, hein, la boucle en 3-3 ici, je l'enlève. Il ne doit subsister aucune boucle, c'est-à-dire que il n'y a jamais de boucle. Donc c'est vraiment anti-boucle. Il y en a un c'est boucle, l'autre c'est anti-boucle. Aucune boucle. Là j'en ai plus aucune. 1 n'a plus de boucle, 2 non plus, 3 non plus, 4 non plus, 5 non plus, 6 non plus, 7 non plus, 8 non plus, 9 non plus. Il n'y a plus aucune boucle. Bon, maintenant, vous allez me dire parfois des boucles, mais vous mettez des boucles où vous voulez, pour autant que au moins une possède une boucle. Voilà. Il faut au moins une boucle, au moins une. Parce que si vous n'avez pas de boucle, ben c'est anti-réflexif. Donc ici, vous enlevez les boucles. Il en faut au moins une pour que ça ne soit pas anti-réflexif. Mais il faut que les boucles ne soient pas toutes complètes. Voilà, il faut minimum une boucle, mais il ne faut pas toutes des boucles aussi. Voilà, donc ce qui veut dire ici, vous en enlevez une. Voilà, là, elle est... On a parfois des boucles, parce qu'on n'en a pas sur 1. Donc là, elle est non réflexive. Si j'enlève sur 2, elle est non réflexive. Si j'enlève sur 9, elle est toujours non réflexive. Je peux enlever sur 3. Voilà par exemple un exemple de relation non réflexive. Voilà un exemple de relation non réflexive. Alors comment traduire ça mathématiquement? Je vais le faire tout de suite. Toujours des boucles. Comment indiquer qu'on a toujours des boucles? Mais grâce à un quantificateur mathématique qui est quel que soit. Alors, on va mettre une variable. La variable va représenter les valeurs dans E. On va l'appeler quel que soit x. Enfin, on va l'appeler x, je m'excuse. On va l'appeler x. Quel que soit x, bien sûr qui appartient à E, hein, c'est une variable. Quel que soit x, bon, il en faudra 2 pour avoir les idem appartenant à E. Voilà. Bien, pour avoir la réflexivité, il faut que x relation x égale true. Partout. Et quel que soit x, il doit être à true. Ou alors, vous dites que x appartient au graphe. Tous les idem appartiennent au graphe. Au graphe de la relation. Voilà, que j'appelle R. Alors, ça veut dire que le graphe contient les idem. Il contient tous les idem. Le graphe contient tous les idem. Il incorpore tous les idem. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, comment dire qu'il n'y a jamais de boucle? C'est très simple. C'est très simple. Eh bien, c'est toujours la même chose. On prend un élément et on en prend pour en faire son identique. Voilà, son couple, enfin son élément identique. X, on prend X pour en faire bien sûr un couple. Et bien sûr XX appartenant à l'ensemble E. Alors, X relation X égale false. Quelle que soit la valeur que vous allez prendre partout, pour tout X, pour toute variable X, ça veut dire, si vous prenez 1, ben, 1,
x1 relation 1, c'est false. Si vous prenez 2 relations 2, c'est false. 3 relations 3, c'est false. 4 relations 4, c'est false. 5 relations 5, c'est false. 6 relations 6, c'est false. Donc vous n'avez aucun idem. Donc, voilà, on va dire que là, autant, toujours des boucles. Mais le graphe, contient tous les idèmes. I, c'est l'ensemble des idèmes. Le graphe contient tous les idèmes. Ou si vous voulez, I est inclus, les idèmes sont inclus dans le graphe. Les idèmes sont inclus dans le graphe. L'ensemble des idèmes, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, est inclus dans le graphe de la relation R. Maintenant, là, c'est la même chose de dire que x, quel que soit x, n'appartient pas au graphe. En d'autres termes, que R inter I, l'intersection, si vous voulez, des idèmes avec le graphe, il n'y a pas d'intersection. Il n'y en a aucune. C'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune intersection entre les idèmes, les couples identiques et le graphe. Il n'y a pas d'intersection. Donc on a l'ensemble vide. Bon. Alors maintenant, voilà les quantificateurs qui nous viennent en aide pour jamais toujours. Alors, je vous rappelle que toujours des boucles, c'est quel que soit x, et avoir une vérité, et jamais de boucle, c'est avoir toujours des idèmes, en prenant toujours des idèmes, en les prenant toujours, tous, quels qu'ils soient, vous n'aurez jamais de relation. Donc Rx, x relation x est false, ou si vous voulez, x n'appartient pas au graphe, c'est-à-dire que R inter I est disjointe complètement. Alors maintenant, parfois des boucles, on peut en avoir une, minimum. Voilà. Mais au maximum, on ne peut pas en avoir, toutes les boucles, on ne peut pas avoir. On peut en avoir une au minimum, de façon à ne pas en avoir zéro, parce que si vous en avez zéro, vous n'avez jamais de boucle, et jamais de boucle, c'est antiréflexif. Et maintenant, si vous avez toutes des boucles partout, à ce moment-là, c'est toujours des boucles partout, c'est-à-dire c'est réflexif. Pour éviter, donc c'est un élément, voilà, on va dire c'est la non-réflexivité, c'est intermédiaire entre la relation réflexive et la relation antiréflexive. C'est un intermédiaire. Comment, voilà, mettre à jour cette définition? Eh bien, par le quantificateur de, parfois, on en a, c'est-à-dire, il en existe parfois. Il en existe parfois, donc on prend le quantificateur, il en existe, donc il existe x, voilà, et il existe des y appartenant à E, tels que, bon, on est oui, ici j'aurais pu marquer encore autrement. Hein. Je peux dire une relation fausse peut s'écrire que c'est une relation vraie, le contraire d'une relation vraie. Je considère que x est vrai. Je considère tout vrai. Voilà, tout est vrai. Voilà, x est vrai. Mais en vérité, on n'a pas ce vrai. Donc je nie cette vérité qui est vraie. Et là, je considère le x qui est à true. Et je dis, voilà, j'ai non x là, donc ça fait false. Je considère tout qui est à true, et bon, après, je fais la négation par après. Je peux faire ça, c'est pas un problème. Hein. Je considère tout le tableau est vrai, et après, je fais agir l'opérateur, enfin, le connecteur de négation. Voilà, je dis que tout le tableau, enfin, toutes les parties sont vraies, et à ce moment-là, après, je fais agir tous les couples possibles. Tous les couples possibles sont vrais, et je fais agir le connecteur de négation quand ça ne l'est pas, quand c'est pas le cas. Voilà, bon, je peux écrire ça comme ça, pourquoi pas. Alors, donc je disais ici, il existe x, y appartenant à E,
tel que parfois on a donc XX appartenant au graphe. J'aurais pu dire n'appartient pas. Voilà. Mais je choisis lui qui il appartient. Certains appartiennent et d'autres n'appartiennent pas à la relation. En d'autres termes, bon, on a parfois XX relation qui est true. Voilà. Et donc là, je mets T pour true et des X relation X, Y relation Y qui est false. Je peux le barrer, hein. Bon, il y a plusieurs façons d'écrire tout ça. Bon, pour dire qu'il est false, je peux le barrer. Je dis que Y relation Y, je peux le barrer ici. Voilà. Ou alors, je mentionne que YY égale false. Voilà. Ou je dis que tout est vrai dans le tableau, tout est vrai, et je mets un connecteur de négation. Alors je dois considérer que tout le tableau est vrai. Et je m'occupe après de ça. Voilà, je peux faire ça. YY, non. Voilà, et là, à ce moment-là, voilà, ça indique que parfois on a des éléments qui appartiennent au graphe et d'autres pas. Alors maintenant, vous allez me dire au niveau ensembliste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais que par rapport aux idem, que la relation contient donc des idem. Donc en fait il empiète, il contient contient des idiomes, voilà. Mais le problème c'est que ça doit pas empiéter complètement. Le I doit pas être complet. Voilà. R inclus dans I, enfin R contient I inclus dans R. Mais attention que c'est pas I totalement. Hein. C'est voilà, tous les idèmes, c'est partiel. C'est des idèmes partiels. Hein. C'est une partie des idèmes. C'est un ensemble partiel ici. Il empiète en partie. Il n'empiète pas complètement. Hein. Voilà, on a une partie des idèmes qui sont contenus dans la relation. On va dire une partie, mais pas tous. Parce que si ça devient tous, à ce moment-là, c'est toujours des boucles. Hein. Vous retombez sur I est inclus dans R. I est vraiment inclus dans R. Là. Complètement. Là, il est inclus complètement. Là, ici, il est inclus partiellement, complètement. Celui-là, il est inclus partiellement. Et là, bon, il n'est pas inclus du tout. R inter I vaut le vide. C'est-à-dire, voilà, I est dissocié, voilà, les deux ensembles sont dissociés. Vous avez le graphe R, vous avez I, voilà, il n'y a aucune intersection. Aucune intersection. Et là, ça, ce sont les idèmes, hein, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, voilà. Là, je peux mettre un exemple. Hein. Voilà. Alors, je vais mettre le graphe, je vais mettre un ensemble. Hein. E, on va prendre un bêta ensemble, bon, constitué de 3 éléments. Plus simple que ça, il n'y a pas. Je le mets l'écriture en extension. Voilà. Alors, le graphe, je vais mettre, voilà, je vais mettre 1,2, point virgule 1,3, et là, je mets 2, 2. Voilà. Alors, je vais mettre l'ensemble des idèmes. L'ensemble des idèmes, c'est 1, 2, 2, et
3, 3 par exemple. Voilà, ici, j'ai tous les idem. Donc, vous voyez qu'ici, R, ben, R, comment il est, qu'est-ce qu'il fait par rapport à I? Ben, R contient I partiellement, en partie. Contient I en partie. La partie qui contient, c'est uniquement le 2,2. C'est-à-dire, il contient une partie, voilà, de I qui est 2,2. Il contient I en partie. Donc, on va dire que, voilà, si je mets l'ensemble R, R c'est 1, 1, 2. Je vais mettre sous forme de couple là, pour voir plus clair. Comme ça, plutôt que de mettre des diagrammes fléchés, je vais mettre sous forme de couple. Donc, il contient 1, 2. Voilà. Le couple 1, 3. Et le couple 2, 2. Et là, vous voyez qu'il y a une intersection. Donc, I empiète sur R. 2, 2. Alors, j'ai 1, 1. Et 3, 3. Voilà. Et alors, là, vous avez l'ensemble I. Et donc, vous voyez qu'il empiète. I empiète sur R, mais partiellement. Alors maintenant, donc là, on peut dire quoi? Ben, qu'on a affaire à... on a parfois des boucles. Parfois des boucles, donc elle est non réflexive. Là, elle est non réflexive. Alors maintenant, si j'enlève ceci, de 2, là, elle passe anti-réflexif. Elle passe anti-réflexif. Ici, je ne vais pas enlever. Il faut que j'enlève d'abord le 2, 2. Enlevons le 2, 2. Voilà le graphe. Et cette fois-ci, vous voyez que la relation est anti-réflexif. Pourquoi? Parce que le 2, 2, maintenant, il est ici. Et l'intersection, voilà, c'est l'ensemble vide. On n'a plus d'intersection. En d'autres termes, voilà, on va dire qu'ils sont complètement disjoints. Les rayés sont disjoints. Ça veut dire que vous allez avoir R comme ceci. Et comme il n'y a pas d'intersection, je peux les mettre séparés. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Une séparation complète. Il n'y a pas d'intersection. Donc, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. Donc, les idem qui contient 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3. Voilà. Vous voyez que dans R, le graphe, il n'y a aucun idem. Voilà. Il n'y a aucun idem. Alors, bien sûr, les idem, c'est 1, 1. Je vais mettre ici en fléché pour aller plus facile. Voilà, 2, 2, et 3, 3. Je les mets en arc fléché. Voilà, je mets, pour éviter d'écrire 1, 1, 2, 2, 3, 3. Voilà, donc là, c'est anti-réflexif. Maintenant, si j'ai ceci, on va faire le troisième cas de figure, réflexif. Pour que ce soit réflexif, voilà, pour que ce soit réflexif, maintenant, la relation, elle est devenue ici réflexive. Elle est devenue réflexive maintenant. Pourquoi elle est devenue réflexive? Parce qu'en fait, il contient tous les idem. Donc, si vous voulez, l'ensemble R, on a l'ensemble R, voilà, et on a l'ensemble I. Alors, I, ce sera 1, 1, 2, 2, 3, 3, il contient 1, 1, 2, 2, 3, 3, alors que voilà, là on a 1, 2,
et 1, 3. Là, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc, en fait, le R contient complètement I. R contient I complètement. Donc, le graphe R contient I totalement. On le voit bien, hein. Regardez bien ici. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ben, on a 1, 2, 2, 3, 3. Il est inclus dans R complètement. Donc là, on peut dire que c'est réflexif. Voilà, je vous remercie.